le disait, cette campagne éclair est marquée par des rebondissements et des coups de tonnerre permanents. Celui de vendredi soir concernait la gauche, quand 5 députés de la France Insoumise ont appris tard dans la nuit qu'ils n'auraient pas l'investiture de leur parti. Évincés, victimes de ce qu'ils dénoncent comme une purge, réaction samedi matin de l'un d'entre eux, Alexis Corbière. Vendredi, j'avais 350 personnes en meeting. Les 2 maires des communes de Montreuil et Bagnolet qui me soutiennent. On était en campagne. C'est absurde. Et d'un seul coup, des gens qu'on connaît même pas deviennent candidats et un comité, je ne sais même pas qui en fait partie, désigne. Et j'apprends à 23h en regardant sur le site de la France Insoumise que je ne suis plus candidat, pas un seul coup de fil. Mais un parti politique émancipateur, ça fonctionne pas comme une entreprise privée où le patron d'un seul coup vous licencie parce qu'il peut plus vous encadrer. Bonsoir Raquel Garrido. Bonsoir. Députée LFI sortante de Seine-Saint-Denis, candidate à votre réélection sous la bannière Nouveau Front Populaire. On revient avec vous sur cette information de vendredi dernier, votre réaction dans un instant. On sait que vous avez démarré votre campagne hier, mais tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Pardon, c'était confus, ça arrive des fois. L'appareil, la France Insoumise a donc profité de la dissolution pour se débarrasser de ses dissidents. Les insoumis en quelque sorte, 5 députés sortants écartés, dont des militants historiques, Daniel Simonet, Alexis Corbière et Raquel Garrido, à eux 3 environ 80 ans, j'ai compté, de compagnonnage politique avec Mélenchon. Simonet et Corbière ont fait partie de son cabinet de ministre de 2000 à 2002. Vous avez été, Raquel Garrido, son avocate dans plusieurs dossiers. Un passé balayé, effacé. Si Jean-Luc Mélenchon a exprimé hier sa douleur face au renoncement extraordinaire, a-t-il dit, de son dauphin Quatennens, il n'a pas le moindre sentiment pour ses anciens fidèles. Comment leur éviction est-elle justifiée ? De 2 façons. C'est d'ailleurs assez comique hier de voir que Jean-Luc Mélenchon et son premier lieutenant Manuel Bompard, à la même heure, sur 2 chaînes différentes, n'avaient pas très bien accordé leur violon. Quand Bompard insiste sur l'obligation de cohérence en accusant les députés répudiés d'avoir voulu siéger dans un autre groupe que celui de la France Insoumise, Mélenchon explique qu'il fallait bien faire de la place à des personnalités du milieu associatif et syndical, et que de la place, il n'en a même pas eu pour lui-même. On l'a entendu tout à l'heure au début de l'émission, comme si ce mouvement qui lui obéit au doigt et à l'œil avait pu retoquer sa candidature. La cohérence et la loyauté exigées par Manuel Bompard sont consignées dans une charte. Charte que LFI a fait signer à tous ses candidats, qu'Alexis Corbière dit avoir signé comme vous-même et qui vous engagez à siéger bel et bien dans le groupe LFI, mais pas seulement. D'après Le Monde, cette charte impose à tous les futurs élus de respecter la discipline de vote du parti, défendre le projet et la stratégie définie par LFI, et surtout soutenir le ou la candidate soutenue par LFI pour la présidentielle de 2027. C'est une version plus contrainte, apparemment plus verrouillée que la charte de 2022 que j'ai ici, où déjà chaque candidat LFI s'engageait à soutenir Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. D'où ma première question. Aviez-vous sincèrement l'intention de mettre côté vos différends, de taire vos désaccords en cas de réélection avec une estampille LFI sur la base de cette charte? Et puis deuxième question qui concerne Jean-Luc Mélenchon, lequel ne pouvait pas ignorer la portée de ce qu'il faisait et l'ampleur du désordre provoqué par ces évictions. Mélenchon et ses proches à la direction de LFI ont-ils réellement envie de gagner cette élection et de gouverner? On commence par la première question. Sur le fait, cette question importante, est-ce que sincèrement vous aviez l'intention de mettre de côté vos différends, de taire vos désaccords en cas de réélection avec la bannière LFI, sachant que ça fait 2 ans que vous êtes en instance de divorce politique avec Jean-Luc Mélenchon et avec la France Insoumise? Bonsoir. Bon, comme vous savez, moi je me bats pour qu'il y ait des mécanismes de délibération dans la France Insoumise. J'ai pas de difficulté avec les désaccords. Ce qui me pose problème, c'est l'incapacité à les administrer comme dans toute organisation, comme dans toute société. Et d'ailleurs, je me projette comme gouvernement et je me dis, comme gouvernement du Nouveau Front Populaire, il faudra bien de toute façon qu'on administre des désaccords. Je pense que là, il y a... Il ne faudra pas que ce soit réglé au sein d'un gouvernement dirigé par Jean-Luc Mélenchon comme c'est réglé au sein de la France Insoumise. Bon, mais il n'y aura pas de gouvernement Nouveau Front Populaire, je pense, dirigé par Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas dans cette hypothèse de travail. Donc moi, pour répondre à votre question, j'avais l'intention d'être membre du groupe LFI, de me battre pour que des décisions stratégiques auxquelles je me serais pliée soient prises démocratiquement, et pas par vocation unilatérale. Et aussi, j'aurais été une députée Nouveau Front Populaire, parce que je pense que c'est là que réside
la valeur ajoutée de tout ce qu'on est en train de défendant le réaliser. programme que vous tenez entre les Et bien sûr, c'est ça qui est magnifique. Et là, et pour le coup, je pense qu'on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir contribué à ceci. Parce que pendant toute la période des élections européennes où insoumis et socialistes et autres se tapaient dessus avec une grande virulence, tout le monde a pu constater que moi-même, Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin, d'autres camarades, on a essayé de trouver à chaque fois des formulations et des expressions qui permettaient l'union de la gauche. Et en plus, non seulement des formulations politiques qui permettaient d'unifier la gauche dans ce pays, mais je vous le dis aussi, des liens humains. Des liens humains à des moments où les insultes fusaient. Et donc, je considère que j'ai quelque part un rôle dans ce nouveau Front populaire dont, voilà, pour moi, je suis exaucée. Ça, c'est ma ligne politique, c'est ma stratégie. Ils y comprennent quelque chose sur le terrain, vos électeurs? Vous n'avez pas peur qu'ils se trompent de bulletin? Parce que vous aurez évidemment un candidat à la France Insoumise il y aura forcément des ratés. J'en ai pas de doute là-dessus. Le fait qu'il y a eu une grande médiatisation de ma répudiation, je trouve que votre terme est le bon parce que c'est exactement ce qui s'applique, c'est-à-dire vous avez expliqué le cheminement. Moi, le 13 juin, j'ai signé la charte. Et tout au long de la semaine, l'appareil national m'a demandé de renseigner le nom de mon suppléant pour fabriquer mon bulletin de vote, m'a demandé de remplir et de signer l'acte de subrogation pour l'imprimeur pour imprimer ma profession de foi. Donc j'ai fait tout dans les règles et je n'avais pas de raison objective de penser que j'allais être ainsi répudiée, c'est le bon terme, parce qu'en plus, avec cette idée le vendredi soir que peut-être je n'aurais pas le temps de me retourner pour présenter des bulletins et des professions de foi. Donc j'ai rassuré depuis samedi matin les habitants de Drancy-Bobigny-le-Bourget. J'ai candidaté. Il y aura des bulletins de vote Garrido, Nouveau Front populaire, mais il faut aussi dire très clairement, là, c'est que je n'ai pas le logo insoumis. Je n'aurai pas le soutien de la France insoumise. Je n'aurai pas sur mon matériel. Pas avec la France insoumise à l'Assemblée nationale. Non, ça n'a aucun rapport. Je n'ai pas le logo France Insoumise pour ma candidature et je ne me prévaux pas du soutien de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est très clair. Je veux tromper personne. Donc, les gens qui voteront pour les camarades qui, comme moi, on appelle désormais les purgés, seront d'une certaine manière, comme tous les autres candidats du nouveau Front populaire, des unionistes autour de ce programme. Et pour ce qui est de chez nous, avec cet arbitrage que devront faire les électeurs. Je ne sais pas si c'est très clair pour les habitants, en tout cas de la circonscription, parce que cette situation et cette purge, ça donne forcément du grain à moudre à vos concurrents dans votre circonscription qu'on est allé voir. On sait que la méthode des Insoumis, c'est la purge. Face à la méthode de la purge, moi j'ai une logique de débat, d'écoute, de discussion, logique que j'applique dans mon mandat de maire, comme quand je peux aller à Bobigny ou dans les villes de notre circonscription. Je veux porter à l'Assemblée nationale la vie réelle des gens. Si le Front populaire arrive au pouvoir, ça sera un gouvernement de gauche avec le parti de François Hollande, de Manuel Valls, de Dominique Strauss-Kahn. On va nous faire croire que ces gens-là vont se battre contre les patrons, qu'ils vont imposer la retraite, mais ils vont oublier leurs promesses aussitôt qu'ils seront élus. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire confiance à ces gens-là, parce qu'après, sur les désillusions, les gens ils vont encore se tourner plus vers l'extrême droite. Sont également candidats, je dois les citer, Ali Diouara, Nouveau Front populaire, Éric Kozelko, Rassemblement national, Hélène Balaoué, Tatiana Boutignon, Pierre Marquins, tous trois qui sont sans étiquette. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Raquel Garrido, d'être affaibli quand même auprès des habitants de votre circonscription? Je pense que tout le Nouveau Front populaire est affaibli par cet épisode. Et donc j'essaye de le surmonter, de garder une image positive du tout. C'est ce que j'essaye de faire ce soir et j'espère qu'on parlera quand même du programme avec notre idée très rapidement, dès les premiers 15 jours de gouvernement, de supprimer les décrets d'application de la loi retraite. C'est d'ailleurs, je pense, la grande différence entre nous et le Rassemblement national, parce que à l'époque où nous sommes opposés à cette loi, il y avait une sorte d'ambiguïté du côté du RN qui semblait être contre. Vous avez empêché le vote. Et maintenant, vous avez empêché qu'on puisse voter. Non, c'est le 49.3 qui a empêché. Non. Oui, quand même, les Français le savent. Le 16 mars, tout le monde était devant le poste. Mais en même temps, nous, on est pour l'abrogation du 49.3 et vous non. Vous voyez, donc c'est aussi la différence. Deux phrases, Raquel Garrido. Est-ce qu'à votre avis, Mélenchon et la direction des Insoumis, est-ce qu'ils veulent gagner ces élections? Est-ce qu'ils veulent gouverner au fond d'eux-mêmes? Je pense que les Insoumis
veulent gagner. Je pense que la tradition insoumise est une tradition de prise de pouvoir. Nous avons quitté le Parti socialiste en 2008. J'étais là à l'époque déjà. Et notre idée n'était pas de faire une organisation d'extrême gauche et d'être marginalisé. C'était de passer devant le Parti socialiste et de construire quelque chose de nouveau. Nous y sommes arrivés. Alors, les élections européennes, là, celles qui viennent de s'écouler, on a vu le PS nous passer devant. Donc ça rebat des cartes, forcément. Ça permet aussi quelque part l'union, parce que tout le monde se calme, comme tout le monde se tient un peu en chien de faïence, ça permet aussi l'union. Bon, moi je suis convaincue que profondément, on va dire, l'insoumission historique, un canal historique, c'est de prendre le pouvoir. Bon. Après, bien sûr, le doute est permis sur comment on prend le pouvoir, avec qui, et si vraiment ce nouveau Front populaire est vraiment dans le cœur sincère de Jean-Luc Mélenchon. Mais à la limite, ça m'est égal. Ça m'est égal. Mais disons comment dire, j'aurais pu être ce soir ici tranquillement, comme tous les autres sortants, comme c'était l'esprit de l'accord. On parlerait pas de tout ça et on irait d'avant. Et je vous parlerai, voilà, de notre gouvernement davantage. Bien sûr que ça gêne. Bien sûr qu'il y a une petite gêne. Mais à la limite, je pense que peut-être que ce qui peut sortir de tout ça, et clairement je le vois dans mes dialogues avec les habitants de la circonscription, c'est que peut-être qu'on arrive à ce moment de notre histoire à gauche où le vote insoumis n'est pas exactement un vote Mélenchon, vous voyez ? C'est-à-dire que peut-être que les gens peuvent voter insoumis, peuvent voter pour le programme, en n'étant pas tout à fait d'accord avec certains aspects de la pratique de Jean-Luc Mélenchon. Et ça veut dire qu'il y a une maturation dans le pays, parce que ça ne remet pas en cause le programme. Oui, parce que ça remet pas en cause ce programme de rupture qui est absolument essentiel. Quand on dit qu'on va indexer les salaires sur les prix, ça veut dire que tout le monde va bien mieux vivre. Mais on n'est pas obligé de passer par des fourches codines comme ça, un peu trop, enfin, d'une autre époque, faut dire. Bon. On a pris beaucoup de retard, donc on va laisser un peu de temps au 5 sur 5 de Laurent Sénéchal, qui, s'il arrive à faire 2 infos sur 5, voire 1 sur 5, sera heureux. Laurent Sénéchal. Test grandeur nature sur la Seine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, près de 50 bateaux ont défilé ce matin sur la Seine à Paris. On est à 39 jours de la cérémonie d'ouverture. Ça laisse peu de temps pour les préparatifs. Il faut vérifier que les distances sont bien tenues, que les temps de passage sont bons pour des questions de sécurité. Ça laisse peu de temps aussi pour la maire de Paris de remplir sa promesse de plonger dans la Seine. Ça devait être la semaine prochaine, le 23 juin. Mais actualité oblige, Anne Hidalgo a repoussé. Ce ne sera pas le 23 juin, on y reviendra, mais bon, là on va se donner justement le temps de passer le cap des législatives et on viendra plutôt en juillet, mais avant les Jeux. Emmanuel Macron a lui aussi promis de se baigner, le chef de l'État qui a d'autres priorités, mais l'organisation des Jeux, c'est aussi pour lui un argument de campagne. C'est ça le rapport avec les législatives, c'est lui-même qui le disait il y a quelques jours en marge du G7. Les Françaises et les Français, ils sont attachés à l'image de la France, sa capacité à recevoir le monde. Donc je pense qu'aussi ils seront attachés à ce qu'il y ait une continuité des femmes et des hommes d'expérience qui sont là, qui ont préparé ces Jeux depuis 7 ans, qui sont prêts à recevoir le monde, et pas des gens qui ne seront pas prêts du tout. Sébastien Chenu, un changement de majorité, donc de gouvernement, ça peut mettre en péril l'organisation des Jeux Olympiques ? Non, parce qu'il y a une continuité de l'État, que les choses sont déjà très bien organisées. C'est un préfet qui gère ça de façon très professionnelle. Je vois qu'Anne Hidalgo, première promesse non tenue du Front populaire... elle sera peut-être promise, laissez-lui le temps. Mais au-delà de ça, vous savez, ça en dit long... C'est pas la promesse la plus capitale. Non, c'est vrai. Mais au-delà de ça, ça en dit long... Surtout, elle n'émanait pas du nouveau Front populaire. Elle soutient les candidats Front populaire à Paris. Ce que disait Raquel Garrido, ça en dit long quand même, c'est l'histoire de Mélenchon, je rebondis là-dessus, sur le sort réservé aux femmes, répudiation, sur le sort réservé à la démocratie, au respect des institutions, à la violence, au sectarisme. Moi, j'ai été choqué quand j'ai entendu Raquel Garrido voir la façon dont ça se passe. Vous attendiez à ce que Sébastien Chenu prenne votre défense, ça va. Il y a 2 femmes pour 3 hommes. Je ne prends pas sa défense, c'est que derrière, c'est Jean-Luc Mélenchon qui tire les ficelles de tout ça, et on sait très bien comment il fonctionne. Voilà. Et pour le reste, ça roulera pour les JO. Alors que Marine Le Pen ne décide de rien. Sébastien Chenu, il n'y a pas ce genre de cas de figure. Surtout pas pour des femmes, d'ailleurs. Sébastien Chenu, parce qu'on a d'autres sujets. L'extrême droite en France est de tradition césariste. C'est-à-dire qu'elle est derrière un homme chef, etc. Vous ne remettez pas en cause. En l'occurrence, chez nous, on n'est ni l'extrême droite, on est derrière une femme. Une personne chef. Vous n'êtes pas pour la démocratie parlementaire. Vous n'êtes pas. Vous allez avoir du mal à nous donner des leçons de démocratie avec ce qui se passe dans votre mouvement. Moi, je n'ai aucun mal à vous donner des leçons de démocratie. Avec ce qui se passe dans votre mouvement, où personne ne vote jamais, où tu te fais sucrer ton investiture. Malheureusement, le temps nous manque pour vraiment vous faire débattre sur ce plateau. Et on aimerait bien vous soumettre
le sujet qui concerne l'Ukraine, avec près de 80 pays qui disent leur soutien à l'Ukraine. Oui, c'était ce week-end la conférence pour la paix organisée en Suisse. Et dans le communiqué final, les 78 pays précisément rappellent les principes de souveraineté, d'indépendance, d'intégrité territoriale de tous les États, y compris l'Ukraine. Et je voudrais qu'on écoute Volodymyr Zelensky qui négocie sans relâche et qui a été interrogé sur justement la situation politique en France, qui est l'un de ses principaux alliés. Écoutez ce qu'il a répondu. Malheureusement, je ne peux pas contrôler la situation politique des autres pays. J'ai parlé à Emmanuel Macron et il m'a dit que rien ne devrait changer. Donc je lui fais confiance. Est-ce qu'il a raison d'être confiant, Volodymyr Zelensky D'abord, Sébastien Chenu, peut-être. Est-ce que la position de la France changera? Soutien à l'Ukraine. Je rappelle que les affaires étrangères, c'est un domaine réservé du chef de l'État. En revanche, le chef de l'État ne peut pas promettre l'argent qu'on n'a pas. Il faudra bien qu'on regarde ce qu'il reste en caisse après ces élections législatives. Sous réserve qu'on ait l'argent qu'on promet. Mais soutien à l'Ukraine, évidemment. Mais soutien à l'Ukraine sous réserve d'avoir les crédits. Donc on enverra moins d'armes si jamais on n'a pas les crédits par moyens, définition. Non, si on n'a pas les crédits par définition, on ne peut pas les donner. Et la réserve étant aussi qu'on ne mette pas des soldats français en Ukraine. Mais je vous ai dit soutien à l'Ukraine sous réserve qu'on ait bien l'argent en caisse. C'est pas prioritaire, quoi, pour vous. Mais soutien à l'Ukraine. C'est surtout une position totalement hypocrite parce qu'en fait, on maintient la doctrine de Macron en disant domaine réservé, alors qu'en réalité, justement, le grand bouleversement de changer de gouvernement, de la cohabitation, c'est de dire, article 20 de la Constitution, le Premier ministre dirige le gouvernement, y compris la politique étrangère. Pourquoi cette affaire pourquoi on ne soumet pas ça? Pardon. Ça part bien votre affaire. Moi, je vous le dis, il y a une commission des affaires des défenses armées à l'Assemblée nationale, il y a une commission des affaires étrangères, il y a une tradition en France démocratique de contrôle parlementaire, y compris sur la guerre, comme c'était fait pendant la Première Guerre mondiale. Je ne vois pas pourquoi on se laverait les mains et on dirait c'est Macron qui gère tout. Nous, on a mis noir sur blanc la position sur l'Ukraine, qui rejoint d'ailleurs en partie ce qui a été énoncé, qui est bien sûr que oui. Ah bon, c'est écrit noir sur blanc, alors que vous ne le ferez pas. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles on a pu converger dans ce nouveau Front populaire, puisque bien sûr, c'était un sujet qui tenait à cœur, et ça a été dit à Raphaël Glucksmann, bien entendu. Donc l'intégrité territoriale de l'Ukraine figure noir sur blanc dans notre programme, et nous entendons bien le réaliser sans se laver les mains, en laissant trop de pouvoir au président de la République. Au fond, on ne pourra jamais appliquer aucun programme si on laisse trop de pouvoir entre les mains du président de la République. Il faut qu'on grandisse comme nation, il faut qu'on démocratise notre pays. Il y a des institutions. Il y a des institutions dans le pays. Vous ne pouvez pas arriver, tout casser, tout brûler. Le domaine réservé n'existe pas dans la Constitution. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en France. Il y a une Constitution, il y a des règles à respecter. Vous n'arrivez pas pour mettre les pieds sur la table et tout casser. Alors, est-ce que vous connaissez le mot souverain? C'est les Français qui sont souverains. Le souverain c'est les Français. et la souveraineté appartient au peuple français, c'est la Constitution. La souveraineté et la qualité, Sébastien Chenu, de celui qui n'a pas de maître. Voilà. Si en matière politique, vous regardez au-dessus de votre tête et qu'il n'y a personne, vous êtes le souverain, aucun président ne devrait avoir imposé une politique des armées. Merci à tous les deux d'avoir accepté.